if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se début de semaine, voilà, le week-end est passé, on a repris tranquillement le boulot. Voilà, la 6e journée s'est bien passée, ça dépend pour qui, à chaque fois c'est le petit jeu du lundi qui est content, qui est pas content. Par rapport aux résultats du week-end, mais voilà, il y a eu des belles affiches, on a eu des beaux matchs, donc voilà, content. Aujourd'hui, j'aimerais une nouvelle vidéo pour tout simplement revenir sur ce début de saison. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour un petit peu vous balancer des éléments qui m'ont plu tout simplement ce début de saison en Ligue 1. Voilà, ce sera pas une vidéo où je vais dire tout ce qui m'a plu. Je vous ai sélectionné 5 éléments en particulier, que ce soit des coachs, des joueurs, des équipes qui m'ont bien séduite. Donc voilà, c'est un petit peu un concept que j'aimerais développer, faire ça à peu près en fait à chaque début de saison, pour voir un petit peu qui réussit, qui fait bonne impression. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, du coup, on est sur la partie positive, les tops, et qui dit top dit flop. Donc malheureusement, il risque d'y avoir une vidéo un petit peu plus épicée qui arrivera en fin de semaine, normalement, si tout se passe bien, mais qui arrivera en temps voulu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la partie positive. J'espère que je parlerai de votre club aujourd'hui et pas prochainement, mais voilà, c'est un peu l'idée du jour. Voilà, parler tranquillement des choses qui m'ont plu, et je pense qu'on peut tout de suite partir. Premier point, c'est un joueur qui m'a un petit peu tapé dans l'œil dans ce début de saison. C'est vrai que, comme si vous suivez sur Twitter un petit peu mes live tweets ou les vidéos, voilà, je lâche des fois des petits noms de joueurs qui me plaisent, des joueurs que je découvre, que ce soit parce que ils arrivent dans notre championnat, que ce soit parce que c'est des jeunes joueurs et du coup c'est leur première année en professionnel, ou alors parce que c'était des joueurs qui évoluaient en Ligue 2 avec leur club, et du coup leur club, quand ils montent en Ligue 1, bon, je les découvre parce que je suis pas un suiveur aussi assidu de la Ligue 2 que de la Ligue 1, mais bon voilà. Et donc si vous me suivez, vous savez que j'aime bien par exemple Benatab à Nantes, qui est un ailier qui a été élu meilleur joueur de national, qu'ils ont recruté. En ce moment, ça va un peu moins bien pour lui, mais voilà, c'est un petit chouchou. J'aime bien aussi Kalis Mera à Lyon. Lui, il sort du centre de formation, et c'est vraiment un tout jeune joueur, un petit peu numéro 10 à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Tout simplement à l'époque où il y avait encore des numéros 10. Voilà, un petit peu frêle, très technique. Mais le joueur sur lequel j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est Kevin Danois de Auxerre, voilà. Si je devais vous dresser un petit peu son profil, c'est un milieu de terrain assez polyvalent de 21 ans, c'est en 2004, né en juin 2004, je crois. Donc très jeune. Un titi de Auxerre, je sais pas comment on les appelle, les jeunes qui sortent du centre de formation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des Auxerrois parmi nous. Mais c'est un tout jeune joueur qui sort du centre de formation. Donc je le découvre cette saison, et honnêtement, moi, il m'a fait vraiment une très bonne impression. Donc ouais, pour vous le décrire un petit peu, c'est un gabarit assez classique pour un milieu de terrain, pas grand non plus, mais par contre avec le ballon il fait vraiment des merveilles. Moi, c'est vrai que Auxerre, c'est pas forcément une équipe sur laquelle je cliquerai tous les week-ends avec de l'envie. Mais maintenant depuis que j'ai découvert Kevin Danois, franchement, ça donne vraiment envie de le voir évoluer en Ligue 1. C'est un mec qui a un QI foot, une intelligence de jeu sur le terrain qui est pour moi au-dessus de la moyenne.
Et en plus, pour son âge, c'est incroyable, presque. Et c'est vraiment un joueur qui prend des risques dans son jeu. Alors parfois, ça peut énerver parce qu'il va avoir tendance voilà, prendre des risques dans la relance. Du coup, il peut être amené à perdre pas mal de ballons. Mais du coup, c'est un joueur qui casse beaucoup de lignes, que ce soit par la passe ou avec le ballon dans les pieds. Euh, il est vraiment capable de créer des décalages à lui tout seul, en fait. J'ai en tête son match contre Monaco, où il fait vraiment des dégâts incroyables par la passe. Vraiment, il a une vision de jeu qui lui permet de mettre en difficulté toute une défense à lui tout seul. Il va bien comprendre les appels, il va servir dans les bons timings. Et donc ça m'a vraiment plu. Il évolue en plus dans une équipe d'Auxerre. Je dis pas que c'est que grâce à lui, mais forcément il y contribue. Une équipe d'Auxerre qui est pas mal hein, dans ce début de saison. C'est pas une équipe qui joue les places européennes. Si on avait fait en début de saison un petit peu les objectifs, je pense qu'ils auraient été clairs pour Auxerre. C'est tout simplement de se maintenir hein, déjà. Donc rester en Ligue 1 et sur ce début de saison, franchement, ça se passe bien. Hein. Ils sont à 6 points en 6 matchs. Bon, c'est pas des résultats, voilà. Hein. Mais ça leur permet d'être 12e. Et ils ont déjà joué en plus le Paris Saint-Germain et Monaco contre donc deux équipes où ils perdent, mais dans le jeu, dans l'attitude, il y avait du très bon. Je dis pas qu'ils auraient dû gagner contre le Paris Saint-Germain par exemple, mais ils se sont pas, comment dire, recroquevillés, mis le bus et attendu la sentence, pas du tout. Ils ont vraiment mis en difficulté Paris. Il y a des joueurs que j'aime vraiment beaucoup à Auxerre, donc je vous parle de Kevin Danois là, mais il y a aussi l'attaquant Sékou Mara qui est en prêt de Strasbourg, je crois. Voilà, il y a pas mal de bons petits joueurs et je pense qu'ils peuvent vraiment faire une saison. Et donc, ouais, Kevin Danois dans cet effectif-là, je le trouve vraiment intéressant. Tout jeune joueur, en plus, je vous l'ai dit, 21 ans, donc encore une grosse marge de progression. Hâte de voir ce qu'il peut donner sur toute une saison en Ligue 1. Pour l'instant, c'est vrai que les statistiques parlent pas forcément pour lui. Hein. Il est à 0 but, 0 passe D. Après, parfois, il fait des passes qui sont pas finies par ses camarades. C'est assez frustrant, je pense, pour lui. Mais les statistiques parlent vraiment pas en sa faveur et reflètent vraiment pas ses qualités. Donc voilà, Kevin Danois, c'est pour l'instant, je pense, depuis le début de saison, un petit peu mon chouchou parmi les chouchous. J'ai une petite liste de joueurs que j'aime tout particulièrement et lui, il figure vraiment en haut de cette liste. Et j'ai bien hâte qu'on se retrouve en fin de saison, voir un petit peu ce qu'il aura donné. Mais de ce que je vois pour le moment, c'est hyper intéressant et hyper encourageant. Et comme je vous l'ai dit, hâte de voir la suite pour lui. Une autre équipe qui a bien fonctionné dans ce début de saison, c'est Strasbourg. Et un point sur lequel j'aimerais un petit peu me focaliser sur Strasbourg, c'est son entraîneur, Liam Rosenior, qui est un jeune entraîneur et qui est là depuis peu de temps. Il est arrivé la saison dernière, début de saison dernière. Donc c'est sa deuxième année à Strasbourg. Et franchement, je trouve que pour l'effectif qui lui est donné, les conditions dans lesquelles il exerce, voilà tout le contexte qui l'entoure, vraiment il fait de très belles choses avec le club de Strasbourg. Pour vous donner un petit peu de contexte sur tout simplement l'atmosphère qui règne autour du club. C'est un club qui est en copropriété avec le club de Chelsea, donc c'est-à-dire que le président, enfin l'actionnaire majoritaire de Chelsea, possède également Strasbourg. Donc, ce qui fait que ce cas de propriété fait que il y a beaucoup de joueurs qui transitent entre les clubs en fait.
Ce qui se passe depuis, je sais pas quand a été le rachat, mais ça fait déjà bien 4-5 ans, hein, Strasbourg, 3-4 ans peut-être. Depuis ce moment-là, c'est que Chelsea, ils vont acheter des très jeunes joueurs qu'ils jugent prometteurs et souvent ils vont le prêter ou le vendre à Strasbourg pour que le joueur fasse ses gammes ou tout simplement pour qu'il prouve un petit peu ses qualités au haut niveau. Et ensuite, si si Chelsea ça leur plaît, bon bah ils le rachètent ou ils le reprennent. Et si ça leur plaît pas, bah, soit ils le laissent à Strasbourg, soit ils le revendent directement une saison ou 2 saisons plus tard. Et donc ce qui fait que Strasbourg doit gérer un effectif qui est très jeune, lié au fait que Chelsea essaie d'apporter beaucoup de jeunes pépites à son effectif. Strasbourg, si je dis pas de bêtises, c'est l'effectif le plus jeune d'Europe, des 5 grands championnats, avec une moyenne d'âge à 21 ans et demi, je crois. Donc c'est tout gamin, hein, c'est tout minot, hein. Les mecs, ils sont là, ils arrivent dans un nouveau championnat de Ligue 1 où c'est un championnat qui, on le sait, est dur physiquement, avec beaucoup d'intensité dans les duels. Donc ouais, ils sont un peu jetés dans le grand bain. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour des jeunes joueurs comme ça de s'adapter aussi vite au championnat. Et je pense que le coach, dans ces cas-là, il revêt une importance mais fondamentale en fait pour de un donner de la confiance aux joueurs, tout simplement de le mettre sur le terrain et de lui dire bah toi je crois en toi. Ça c'est hyper important quand on est un jeune joueur et qu'on doit apprendre le métier. Et de deux, de savoir faire jouer les joueurs ensemble, en fait, tout simplement. Quand on a des jeunes joueurs comme ça, qui souvent ont tapé dans l'œil des dirigeants, de par le fait qu'ils surclassaient dans des championnats un petit peu inférieurs ou dans des équipes inférieures, et du coup, ils étaient les meilleurs joueurs de leurs équipes inférieures. Bon, bah, quand tu additionnes ces jeunes pépites, il faut savoir faire une équipe aussi avec ça. Et puis troisième point, avec ce cas de la copropriété et du club grand frère Chelsea, c'est vrai qu'il y a très peu de continuité dans l'effectif strasbourgeois. Ce qui fait que là, ils sont 57, je crois, dans l'effectif. Donc c'est grand, hein, c'est un grand effectif. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement, un effectif de club professionnel et de Ligue 1, c'est à peu près 47-48 joueurs dans l'effectif. Donc là, c'est vrai que 57, ça fait du monde. Donc pour organiser tout ça aussi, c'est un vrai boulot. Et ouais, le fait de trouver une cohésion d'équipe, un vrai objectif un vrai objectif collectif pour tous ces jeunes joueurs, c'est pas facile parce que eux, ils ont tous en tête l'idée de potentiellement rejoindre le club frérot Chelsea pour jouer forcément au plus haut niveau, sans manquer de respect à Strasbourg évidemment. Les meilleurs joueurs de Strasbourg, forcément, ils ont envie de jouer un cran au-dessus. Et donc, pour vraiment mettre en place quelque chose avec des joueurs qui ont déjà pour ambition de jouer dans un autre club, c'est pas simple. Et je trouve que Liam Rosenior, il arrive vraiment à les faire jouer ensemble, en fait, tous ces petits minots. Déjà, la saison dernière, on avait eu un petit peu cette ébauche. C'est vrai que ça s'était mal fini pour Strasbourg qui, à la dernière journée, avec le pénalty de Rassoul Ndiaye, on s'en rappelle, contre le Havre, avait été rétrogradé à la 7e place, synonyme de Conference League, si je dis pas de bêtises. Donc ça avait été un peu frustrant parce que toute la saison, ils avaient été dans les places Ligue Europa. Et là, sur la dernière journée, ils se font punir en Conference League. Mais ils avaient réussi vraiment à trouver une bonne synergie. On sentait qu'il y avait une ambiance de groupe qui fonctionnait bien. Derrière notamment Emmanuel Emega qui est un peu comme le porteur de drapeau du projet. Voilà, il y avait vraiment eu une cohésion
Et je trouve que cette cohésion, je la retrouve aussi cette saison. J'aime bien aussi la capacité de Liam Rosenior déjà à faire jouer plusieurs joueurs et qu'ils soient souvent performants. Parce que c'est vrai que quand on a un effectif aussi large, euh, on peut parfois avoir des joueurs qui se sentent un petit peu mis de côté et du coup qui ont du mal à vraiment s'investir. Et aussi la capacité de l'entraîneur à faire progresser ses joueurs. Parce que quand on a un aussi grand nombre de joueurs, euh, aller faire progresser chacun, c'est pas simple. Et j'ai en tête par exemple Emmanuel Mega depuis la saison dernière où il explose vraiment, mais là cette saison je sens encore qu'il a passé un cap. Dylan Bakwa là, il joue plus trop, mais quand il était sur le terrain cette saison, on sent que c'est un joueur qui a progressé. Valentine Barco, franchement, on l'a encore vu contre Marseille dans la défaite. Mais c'est un top joueur de foot, hein. Il a du ballon plein les pieds et la saison dernière, il n'était pas à ce niveau-là de. Il y avait du talent, mais il n'était pas à ce niveau-là encore. Donc voilà, ça aussi, je trouve ça hyper intéressant d'arriver à développer ces jeunes joueurs, hein, parce que c'est pour ça qu'ils sont là aussi, se développer. Et ça, vraiment, je trouve que Liam Rosenior, il arrive vraiment bien à le faire. Il a aussi cette faculté de s'adapter selon l'équipe qu'il affronte, soit jouer à 4 derrière ou à 5 derrière. Donc ça aussi c'est pas mal. Euh, Quand on sait qu'il y a des entraîneurs qui sont un petit peu butés sur leurs idées, qui ont du mal à trouver les solutions face aux adversaires, lui j'ai l'impression qu'il cherche, qu'il est ouvert aux discussions et pour l'instant ça leur réussit plutôt bien, hein. Ils sont cinquième pour l'instant, 4 victoires en 6 matchs, donc c'est pas mal. Le seul point où j'ai une petite inquiétude, c'est comme l'effectif il est hyper jeune, des fois ça leur joue des tours dans des fins de match. J'ai en tête le dernier match face à Marseille où honnêtement les deux équipes apparaissent tout au long du match à un niveau à peu près similaire, voire Strasbourg meilleur. Et au final, c'est eux qui perdent parce qu'il y a un manque d'expérience et qu'à la fin, ils se font, ils se font crucifier par des Marseillais qui sont un peu plus roublards et un petit peu mieux préparés. Donc voilà, petite interrogation sur est-ce que la jeunesse, ça va pas leur jouer des tours et leur faire perdre un peu des points. Mais franchement, ouais, Liam Rosseigneur, respect. En plus, c'est vraiment, si vous regardez Strasbourg, je vous y invite en tout cas. C'est un jeu très plaisant, très porté vers l'avant, avec beaucoup d'efforts fournis. Derrière, c'est solide, ça ressort le ballon de derrière. Donc très intéressant. Et voilà, ça me plaît beaucoup en ce début de saison, le coaching de Liam Rosseigneur. Donc je tenais à le saluer. Des équipes qui font bien, il y en a dans notre championnat, mais il y en a une particulièrement à laquelle je pense et sur laquelle j'aurais pas misé en tout début de saison, enfin cet été avant la reprise, c'est Lyon. L'Olympique lyonnais, voilà. Quand je vous avais présenté les équipes un petit peu après le début de saison, pardon, je vous avais dit qu'il y avait eu des galères cet été. C'est clair que Lyon, ils ont failli, je sais pas si c'était mettre la clé sous la porte, mais en tout cas, on n'était pas loin de ça. Je vous avais parlé des problèmes avec la DNCG qui menaçait une rétrogradation en Ligue 2 de Lyon. Dans des clubs aussi gros comme ça, une rétrogradation, ça peut vraiment tuer le club, hein, tout simplement. Donc on avait vraiment peur pour Lyon. C'était aussi des histoires de copropriété avec John Textor. Tout ça, ça semble bien loin maintenant avec Lyon qui caracole en tête de notre championnat. Si vous n'avez pas suivi les actualités, ils sont actuellement premier égalité avec le Paris Saint-Germain à 15 points. 15 points en 6 journées, je vous laisse faire le calcul, ça fait 5 victoires. Ça fait 5 victoires. 5 victoires. Il y a surtout
au-delà pour revenir au sujet de la vidéo, les tops, c'est pas l'équipe de Lyon en général que j'ai envie de mettre en top, même si évidemment c'est le collectif entier qui a réussi à glaner ces 15 points et ces 5 victoires en 6 matchs. Mais il y a vraiment deux aspects de leur jeu qui m'impressionnent, moi, à titre personnel. C'est leur efficacité défensive. C'est la meilleure défense de notre championnat. Ils sont sur 4 clean sheets en 6 matchs. 5 clean sheets, 4 clean sheets en 6 matchs, pardon, dont 3 buts encaissés depuis le début de saison. Non, 5 clean sheets, pardon, je vais y arriver, je reprends. Ils ont perdu un match. Ça va. Ils ont perdu un match contre Rennes où ils ont encaissé 3 buts. Ces 3 buts-là, ce sont les 3 seuls buts que Lyon a encaissés cette saison. Ils sont donc sur 5 clean sheets. Voilà, je fais les calculs en même temps. Mais c'est une défense qui est assez impressionnante. Ils subissent des occasions, mais je ne sais pas comment définir ça, mais ils arrivent toujours à s'en sortir en fait. J'ai en tête le dernier match là contre Lille où ils finissent par gagner le match un petit peu contre le cours du jeu, mais aussi grâce à une défense qui encaisse pas de but en fait, parce que quand tu n'encaisses pas de but, tu perds pas de match. Et oui, Lorik, ça c'est marrant. Mais ouais, tout simplement, le match contre Lille, pour moi, c'est des matchs qui, les saisons précédentes, ils auraient perdu, voire fait match nul. Et là, grâce à leur efficacité et solidité défensive, bon bah, ils prennent pas de but et ils arrivent à être efficaces devant et ça paye. Donc ouais, il s'appuie vraiment sur un axe central, Niakate, Clinton Mata, qui sont deux joueurs qui sont là depuis 3 saisons et qui ont vraiment, eux pour le coup, vraiment progressé. Niakate, c'est devenu un taulier défensif. On l'a encore vu ce week-end face à Lille où il a muselé Olivier Giroud pendant 90 minutes. Enfin, 90 minutes. Le temps que Giroud sorte, c'était assez impressionnant la dimension physique qu'il a. Clinton Mata aussi, c'est assez fou sa progression. Les latéraux, que ce soit Vinicius Abner ou Tagliafico sur le côté gauche et Maitland-Niles à droite, il y a vraiment de la qualité. C'est des latéraux qui sont plus à vocation défensive, même si ils ont des qualités de centre et de projection. Maitland-Niles, il peut jouer aussi au milieu, on le sait, mais ils ont vraiment des qualités défensives premières et ça leur permet, comme je l'ai dit, de prendre très peu de buts et de pas subir, de pas trop subir. Et le deuxième point qui fait que pour moi Lyon ils sont premiers de notre championnat à égalité, c'est leur milieu de terrain, c'est le trio Tessman, Morton, Tolisso. Ça, c'est d'autant plus incroyable, le milieu de terrain, que quand on pense, il y a 2 saisons, à leur milieu de terrain avec Matic, Tolisso, Cacré, Le Penant. Alors Cacré et Le Penant, très bon saison, très bon début de saison du côté de Nantes. Ça peut faire partie des satisfactions, pas des tops, parce que Nantes c'est pas non plus la folie, mais il fait partie des petits rayons de soleil à Nantes. Cacré aussi s'épanouit vraiment bien du côté de Comme en Italie, mais c'est vrai que la dernière saison où ils avaient ce milieu de terrain là, c'est vrai que c'était hyper compliqué. Moi j'ai des images où dès la 20e minute, le match est complètement décousu parce qu'il n'y a pas de milieu de terrain. En fait, ça va de l'attaque à la défense. C'est n'importe quoi. Et là, le recrutement de Tessman et de Morton, ça change l'aspect de l'équipe. En plus, on a depuis 2 saisons, déjà la saison dernière, il y avait eu une renaissance de Corentin Tolisso. Mais là, cette saison, il est vraiment... il s'affirme vraiment comme l'un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat. Je pensais vraiment pas dire ça il y a 2 ans, parce que je le trouvais vraiment cadavérique, et vraiment sur la fin, sans lui manquer de respect. Mais là, il y a vraiment une résurrection.
c'est incroyable et dans un poste en plus de numéro 10 qui est très plaisant à voir pour lui. Lyon, il joue un peu sans numéro 9 depuis le départ de Mikotadze et de Lacazette. Donc il est très haut sur le terrain. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que ces trois milieux de terrain-là, ils sont performants par la passe déjà. Tessman, Morton, Tolisso, ils ont, enfin un peu moins Tolisso parce qu'il est un peu plus haut sur le terrain, mais Tessman et Morton, quand ils ont le ballon dans les pieds, faut faire attention à votre défense. Ils trouvent des espaces assez incroyables par la passe. Morton, c'est vraiment un joueur que j'affectionne particulièrement parce que le style, la qualité de jeu, la vision de jeu, c'est super beau à voir jouer. Donc ils ont cette qualité de passe et ce QI foot plus supérieur à la moyenne, mais ils ont aussi cette qualité de se projeter. Comme je l'ai dit, du coup, depuis le départ de Mikotadze en début septembre, non, du coup, fin août, parce que le mercato s'est fermé le 1er septembre, du coup, fin août. Lyon, il joue avec Satriano en neuf, mais c'était pas. Je sais pas, moi je suis pas fan du. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, quand je débriefais le match contre Utrecht, je pense pas que Satriano a le profil d'un numéro 9 titulaire dans une équipe qui joue le podium en Ligue 1. Et du coup, ils ont tendance à jouer un petit peu sans numéro 9. Et les trois là, ils ont vraiment cette faculté à se projeter et à marquer des buts en plus. Si vous prenez les deux matchs que Lyon a joué cette semaine, bon déjà, ils gagnent 2 fois 1-0. Voilà, il n'y a pas besoin. Ouais, une victoire, c'est une victoire. Hein. Quand tu prends pas de but que tu en marques un, tu as gagné le match. Bravo Lorik. Et alors là, je vous demande qui marque les 2 buts pour Lyon pour donner 2 fois la victoire. Contre Utrecht, c'est Tessman. Voilà. Et contre Lille, c'est Morton sur une passe de Tessman. Tout va bien à Lyon. Les milieux, ils se font dépasser, ils marquent entre eux. Donc franchement, là-dessus, chapeau bas. Je veux pas tirer sur l'attaque, mais c'est vrai que c'est moins performant que la défense au milieu de terrain. J'aime beaucoup Malik Fofana, un peu moins Karabech parce que c'est d'autres qualités, mais il est quand même performant. Malik Fofana quand même assez impressionnant et il a vraiment progressé lui aussi, donc ça c'est intéressant. Le jeune Khalis Mera, j'en ai parlé en début de vidéo, mais lui aussi il va se développer, il va être très intéressant. Mais c'est vrai que le milieu de terrain il fait vraiment forte impression et pour moi c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc voilà, grosse satisfaction côté Lyon. Et ça leur permet vraiment de réaliser un début de saison tonitruant et c'est plaisant et ça fait plaisir en tant que fan de foot et de Ligue 1 de voir un club réussir après la grosse menace qu'ils ont subie cet été. Mon quatrième point dans les tops que j'aimerais aborder, je l'ai nommé le retour des champions du monde à la maison. Pourquoi? Pour donner un petit peu de contexte, cet été on a eu pas mal de revenants en Ligue 1 et notamment d'anciens champions du monde. On a eu Olivier Giroud qui est du côté de Lille, Florian Thauvin du côté de Lens, Paul Pogba du côté de Monaco et Benjamin Pavard du côté de Marseille. Je vais un petit peu mettre de côté Paul Pogba parce qu'il n'a pas joué depuis le début de saison et je crois que son retour à la compétition est prévu à la deuxième trêve internationale, donc ça devrait être fin octobre, début novembre, si tout se passe bien et vraiment je le souhaite. Je le souhaite à Monaco et je le souhaite personnellement en tant que fan de foot de revoir Paul Pogba dans notre championnat, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, les trois autres qui ont joué, il y avait des doutes sur Giroud, sur les deux autres un peu moins, mais voilà, il y avait des attentes en tout cas sur plus que des doutes, il y avait des attentes sur ces trois joueurs et je trouve qu'ils sont vraiment ils ont vraiment impressionné, ouais, je peux employer ce terme-là, impressionné dans leur début de saison. Si je devais faire un peu du cas par cas, Olivier Giroud à Lille, pour lui, c'est
c'est un retour à 38 ans à la compétition vraiment, parce qu'il était encore professionnel aux États-Unis après son départ de Milan. Mais c'est vrai que depuis une saison, ça faisait une saison qu'il était aux États-Unis, une ou deux saisons. Voilà, c'était une forme lui-même l'a avoué, c'était une forme de pré-retraite pour lui. Et c'est vrai que quand il y a ces rumeurs et sa signature à Lille, il y a un petit peu des interrogations sur sa capacité à revenir bien physiquement à 38 ans après ces quelques mois passés aux États-Unis en pré-retraite. Voilà, on peut se demander légitimement est-ce qu'il a les capacités de revenir au haut niveau. Et sur le début de saison, 5 matchs, 2 buts en Ligue 1. Il y a un but aussi en Europa League pour donner la victoire de Lille face à Brann. Donc ouais, gros début de saison d'Olivier Giroud qui était forcément attendu parce qu'ancien champion du monde et meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. Donc c'est pas rien le palmarès du garçon. Et ouais, vraiment, il a impressionné. Et très content qu'un mec comme ça puisse revenir au top de sa forme. Euh, et ça donne vraiment un avantage à Lille qui, n'est- qui grâce à lui, a vraiment pris des points importants. Face à Brann, c'est lui qui les sauve. Face à Monaco, c'est lui qui marque le but de la victoire aussi à la dernière minute. Donc c'est vrai qu'il a vraiment apporté un gros plus à Lille et ses débuts ils ont vraiment été réussis, donc ça fait plaisir. Dans le club rival, on a aussi un champion du monde qui a signé. En plus, pour la petite histoire, il y a une animosité entre Florent Thauvin et Lille, donc c'était assez rigolo qu'il signe dans le club ennemi à Lens. Et lui aussi, il était attendu parce qu'on l'avait vu du côté de Marseille durant de nombreuses années, hein, entre 2015 et 2019, Thauvin à Marseille 2018, champion du monde 2018 avec la France lui aussi. Il avait vraiment impressionné par ses qualités. Et là, de le revoir en Ligue 1, avec toute l'expérience qu'il a engrangée, notamment en Italie par la suite à l'Udinese, mais aussi au Mexique, voilà, ça fait plaisir. Là, il revient en Ligue 1. Il est directement performant avec 6 matchs et déjà 2 buts inscrits pour Lens. Donc ça aussi, ça fait plaisir pour lui et pour Lens. C'était un retour plus facile pour lui en Ligue 1 que Giroud, parce qu'il y avait l'âge et la condition physique qui rentraient en jeu. Mais voilà, il y avait aussi beaucoup d'attentes quant à sa signature et je trouve qu'il a vraiment montré des belles choses. Son association avec Saïd un petit peu dans les demi-espaces autour d'un numéro 9, que ce soit Ryan Fofana ou Hudson Edouard depuis le début de saison, je trouve que c'est vraiment bien. Sa qualité technique, elle est supérieure à la moyenne en Ligue 1, on le voit tous les week-ends. Donc ça aussi, ça fait plaisir de le voir sur les terrains avec Lens. Et dans un début de saison qui n'est pas parfait pour Lens pour le moment, mais il apporte vraiment des belles choses et hâte de voir la saison qu'il peut produire voilà, cette année. Et le dernier, Pogba exclu des champions du monde qui sont de retour, c'est Benjamin Pavard. Il y avait eu des rumeurs pour un potentiel retour à Lille qui s'est pas concrétisé apparemment pour des raisons financières. Mais après Marseille s'est positionné et donc on a pu voir Benjamin Pavard signer. Je crois que c'est un prêt, hein, attention, faut pas s'emballer non plus. Mais voilà, de retour dans notre championnat après un passage du coup à Lille. Champion du monde, lui aussi, et encore plus que Thauvin, dans une forme physique, je dirais pas, je sais pas si c'est son prime, mais en tout cas, dans une forme physique parfaite, hein. Il a quoi? Il a 27-28 ans, Benjamin Pavard. Donc il arrive avec Marseille avec l'ambition de beaucoup jouer pour la Coupe du Monde 2026 et vraiment il a fait des débuts très réussis. Il y a 3 matchs, un but contre Lorient.
Il contribue au très bon début de saison de Marseille. Il tourne un petit peu dans la défense à 3 de Zerbi. Ils sont 4 défenseurs pour 3 postes avec Balerdi, Medina et Balerdi, Medina et Naïf Aguerd, pardon. Donc avec Benjamin Pavard, ça fait 4 pour 3 postes, donc c'est vrai qu'il n'a pas non plus débuté tous les matchs, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, on sent que sa présence elle est rassurante et on sent beaucoup d'expérience. Il a aussi cette faculté de jouer à droite, on l'a vu latéral droit contre le Real, hein. Je crois que c'était contre le Real en Ligue des Champions. Donc ça aussi c'est bien, c'est bien. Il va pouvoir être beaucoup utilisé. Il va vraiment apporter de l'expérience et ouais, toutes ses qualités à Marseille. Donc très content pour lui, très content que ça fonctionne pour Marseille. Et franchement, ces retours de champion du monde dans notre championnat de France, ça se passe très très bien pour le moment. En attendant de voir Pogba, hein, du coup, il va être encore plus attendu. Enfin, moi, je vais encore plus l'attendre parce que je me dis, si ça marche pour les 3 autres, pourquoi pas pour lui? Et lui, si ça marche, pour le coup, ça peut vraiment être un, un joueur hyper important pour Monaco, surtout au milieu de terrain. Donc voilà, ça c'était mon quatrième top, les retours du monde, les champions du monde de retour à la maison, pardon, voilà. Ça me fait en plus plaisir en tant que fan de football français. Ça me fait chaud au cœur que les champions du monde performent dans notre championnat. Donc voilà. Le dernier, 5e et dernier point que je voulais aborder, c'est une équipe, moi, qui me plaît, en fait. Je sais pas, il y a une attache qui se passe cette saison, c'est Lorient. Euh, D'entrée, je tiens à m'excuser auprès des Lorientais. Je les ai oubliés dans les vidéos que je faisais au tout début de saison sur la présentation générale des équipes en début de championnat. Je les ai oubliés, j'ai fait 17 équipes. J'ai oublié Lorient, mais ils me le rendent bien en se démarquant dans notre championnat. Bon, après, ils sont pas non plus européens, hein. Ils sont 2 victoires en 6 matchs. C'est pas. Voilà. Il y a un match nul aussi contre le Havre qui leur permet d'avoir 7 points. Mais je sais pas, l'équipe elle est attachante. C'est une équipe qui est promue. Donc toujours, on sait, il y a ce risque de faire le yo-yo, hein, quand on est promu de Ligue 2 en Ligue 1. Il y a voilà, les effectifs de Ligue 1 en place, ils sont plus rodés, d'argent aussi, hein, on va se dire les choses clairement. Donc il y a ce risque-là de descendre directement après une saison passée. Et eux, on sent que la mission maintien, elle est bien partie. Il y a vraiment de quoi faire, en plus avec des joueurs de qualité dans l'effectif. Là, tout de suite, j'ai envie de vous parler de Tozin, forcément, le numéro 9, 3 buts en 6 matchs. Mais j'ai aussi un joueur chouchou à Lorient. De toute façon, je pense que vous avez compris, moi j'adore avoir des petits joueurs, des petites pépites comme ça que je suis tout au long de la saison. Et à Lorient, il y a vraiment un joueur qui me plaît particulièrement, c'est Derman Karim, ailier virevoltant, petit gabarit, pas grand, mais quand il a le ballon, il se passe quelque chose, joueur frisson par excellence. Et ça, j'adore. Bah, comme tout le monde, comme tout fan de foot, hein, les petits ailiers comme ça qui ont un centre de gravité très bas et qui touchent beaucoup le ballon. Souvent, on aime bien ça. Mais c'est vrai que lui, ouais, j'ai une attache particulière. Il y a aussi le fils de Michael Pagis, Pablo Pagis. Alors, on va éviter de l'appeler fils d'eux parce que ça a dû lui peser un petit peu dans sa vie. Et surtout que là, il se démarque en tant que Pablo Pagis, et notamment sur le dernier match face à ouais, c'était Monaco, ouais, dans la victoire contre Monaco, 4-0, hein, Lorient. De toute façon, Lorient, si vous allumez votre télé, vous ne serez pas déçus, hein. Ils peuvent prendre des valises. Ils ont pris 4-0 contre Marseille, ils ont pris 7-1 contre Lille. Mais derrière, ils mettent des 4-0 à Monaco. Attendez, hein, vous allez kiffer si vous allumez votre télé pour Lorient.
Mais doublé de Pablo Pagis, et quel doublé! Il a envoyé du sale contre Monaco, incroyable. Il est déjà à 3 buts en 3 matchs, Pablo Pagis, donc vraiment joueur très en forme en ce début de saison. Et donc ouais, Lorient, ça fait partie des tops pour ça, avec des joueurs de qualité, une équipe qui tourne bien, qui connaît ses forces, ses faiblesses, du coup on les connaît, c'est la défense, ils prennent beaucoup de buts, mais en même temps, ils ont, sur 6 matchs, dites-vous, ils ont affronté Lille, Rennes, Monaco et Marseille. Bon, attends, tu prends 7 points quand tu as affronté 4 des 6-7 meilleures équipes de Ligue 1. Tu en as battu 2. Tu bats Monaco et tu bats Rennes. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ils ont vraiment montré des belles choses. En plus, ouais, quand ils gagnent avec la manière. Une équipe assez joueuse avec, comme je l'ai dit, des qualités techniques, tactiques. Donc non, franchement, Lorient bien séduit par leur équipe. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas s'écrouler, que tout ça va tenir, et qu'ils vont se maintenir parce que j'ai envie de les suivre un peu plus longtemps. Mais voilà, c'était mon cinquième top. Et encore, pardon, mais l'orienter pour l'oubli dans la présentation des équipes. Mais voilà, je parle de vous maintenant et c'est mérité. Super début de saison. Et on a hâte de suivre la suite. Et je pense que Tozin, Herman Karim et toute la troupe, ils peuvent vraiment réaliser une grosse saison. En plus, il y a le retour de Mvogo au cage. C'est vrai qu'on a parlé de leur défense, mais le gardien, c'était aussi compliqué. Là, avec le retour de Mvogo, qui était parti et qui est revenu cette saison, ça va vraiment faire du bien, je pense. Un joueur d'expérience qui connaît le club et qu'on avait vu, que moi j'avais bien apprécié au gardien de but, donc ça peut que apporter du plus à une équipe qui prend beaucoup de buts. Donc voilà, plein de choses à voir côté Lorient, et pour l'instant ils font partie des tops de ce début de saison. J'aurais pas misé forcément toute ma maison sur eux en début de saison, mais c'est le cas. Donc voilà pour cette vidéo sur les tops. Je vous ai dit, il y a la vidéo sur les flops qui devrait arriver bientôt. On se retrouve du coup fin de semaine, je pense, hein, si tout se passe bien. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à suivre mon Twitter, je vais le mettre dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Match de Ligue des Champions et de Ligue Europa, je crois, cette semaine européenne, donc on va suivre ça de très près. Et sinon, bah, ce sera le week-end prochain pour la 7e journée de championnat. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, salut!